On va commencer cette émission par Donald Trump, avec cette séquence émouvante forcément, puisque le président américain a accueilli les cercueils des soldats qui sont tombés sur le sol. D'ailleurs, je sais, ils sont morts où, ces soldats? Ça serait intéressant précisément de savoir. Ils sont morts au Bahreïn, il me semble. Donc et puis Donald Trump était présent, bien sûr. Et puis il y a une question, jusqu'où veut aller Donald Trump dans cette guerre? Je disais, le concept de guerre juste, il existe. Lorsqu'on dit c'est illégal, oui, l'ONU ne pèse rien, mais c'est pas illégitime. La guerre juste, ça existe, forcément. Et un des bons arguments de la guerre juste, c'est elle est juste. Je le répète, si les dégâts qu'elle engendre sont inférieurs à ce qu'elle empêche. Je ne parle même pas de la morale d'entrer sur un terrain, en l'occurrence l'Iran, où le guide suprême et le guide de la révolution massacrent un peuple depuis 47 ans. On pourrait avoir au moins un peu d'empathie. On parlait de M. de Villepin tout à l'heure. C'est la guerre juste ou la question c'est juste la guerre? Point d'interrogation. Là, on commence à avoir des doutes sur le but poursuivi par Trump et les Américains. Mais c'est, comment dire, c'est assez clair le but des Américains, pardonnez-moi. C'est doter la force nucléaire et de laisser les Iraniens décider de leur sort. Voilà. Non. Il dit que les Américains doivent avoir leur mot à dire sur le successeur de... Oui, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai le... Voilà, c'est un peu flou, voilà. Oui. Bon, écoutons Trump sur, en tout cas, l'envoi de troupes terrestres. Dans quelles circonstances enverriez-vous des troupes terrestres? Qu'en pensez-vous? Je ne veux même pas en parler maintenant. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Vous savez, je ne vais pas y répondre. Est-ce que cela pourrait arriver? Peut-être, pour une très bonne raison. Il faudrait une très bonne raison. Et je dirais que si nous faisions cela, ils seraient tellement décimés qu'ils ne seraient plus en mesure de se battre au sol. Il y a une installation pétrolière sur la côte iranienne qui pourrait être sécurisée par des troupes terrestres. Certaines spéculations laissent entendre qu'elle pourrait être une cible. Eh bien, je ne sais pas ce que sont ces spéculations, mais je ne pourrais certainement pas vous le dire. Je m'attirerais des ennuis si je vous le disais. N'avez-vous pas besoin de troupes terrestres pour sécuriser l'uranium enrichi dans les sites nucléaires? Nous allons nous renseigner à ce sujet. Nous n'en avons pas parlé, mais c'était une destruction totale. Ils n'ont pas pu y accéder. Et à un moment donné, nous le ferons peut-être. Vous savez, ce serait formidable. Mais pour l'instant, nous sommes en train de les décimer. Cet objectif-là était clair et j'interrogerai dans une seconde Pierre Lelouch pour savoir s'il y a un autre objectif pour répondre à votre question. Mais écoutez le général Chauvency qui donne son expertise sur précisément les objectifs de Donald Trump. Les Américains ont décidé en particulier d'y aller franchement. Alors on peut toujours débattre que Trump a été influencé par Netanyahou, peut-être. D'un autre côté, il y avait une opportunité, à mon avis militaire, d'affaiblir durablement l'Iran. Ça ne veut pas dire que la victoire sera au bout, parce que la victoire serait qu'il y ait un changement de régime, et là on voit mal comment ça pourrait se faire aujourd'hui. Bon. Éric Nolot disait objectif flou, est-ce que vous reprendriez cette expression? Pierre Lelouch. Il fait un pari, Trump, parce qu'il a contre lui une partie de sa base électorale à laquelle il a promis de ne plus s'engager dans des guerres sans fin. Il a contre lui la stratégie de l'Iran d'enflammer l'économie mondiale. Ils jouent assez bien, les Iraniens. Ils donnent tout ce qu'ils ont en termes de missiles sur leurs voisins et surtout, ils sont en train de créer une crise gazière et pétrolière qui va avoir un impact sur la bourse. Et ça, la bourse, c'est important pour Trump. On parle d'un quatrième choc pétrolier. Le premier, c'est 73. Le deuxième, c'est 79. Le troisième, c'est la période subprime 2003-2008. Bon. Et là, on parle d'un quatrième choc pétrolier possible. Donc, les Iraniens jouent assez bien. Ils essayent de démontrer qu'ils tiennent toujours. Ils viennent de nommer un successeur au roi, au patron de la théocratie iranienne, le fils du guide. Ils résistent, ils envoient des missiles partout, surtout les missiles à courte portée sont plus faciles auprès de leurs voisins arabes, et ils sont en train d'essayer d'allumer l'économie mondiale. Donc Trump, il se bat contre ça, avec le pistolet de l'économie mondiale sur la tempe. Donc il faut que la guerre ne dure pas trop longtemps. Or, Richard cette guerre va durer longtemps. Est-ce qu'on peut néanmoins, Éric, dire que pour Israël, c'est une guerre juste? Ce qu'elle est en train de faire au Liban depuis des années, mais là, actuellement, c'est tout à fait légitime. Sachant qu'une partie du Liban, et même tout le Liban,
est une espèce d'annexe de l'Iran, enfin d'annexe du régime iranien. Bon, c'est important que vous le disiez parce que vous-même avez grandi au Liban. Et vous connaissez particulièrement bien cette région du globe. Oui. Et vous avez peut-être encore des amis d'ailleurs au Liban avec lesquels vous êtes en contact. J'ai des amis qui m'envoient des vidéos qui sont prises là-bas pendant notamment ce qui s'est passé à côté de Baalbek, pardon, je ne vais pas prendre l'accent arabe, lorsque les Israéliens ont essayé de récupérer le corps de ce soldat capturé en 1986. Et vous parliez de tout à l'heure de Trump qui accueille les cercueils. Je trouve que c'est extrêmement important qu'Israël cherche à récupérer le corps d'un soldat disparu en 1986 pour l'enterrer en Israël. Oui. C'est une chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre aujourd'hui, mais c'est très important. Ça fait partie ça fait partie en réalité du contrat en Israël entre le gouvernement et le peuple qui est appelé quand même à se battre. Mais moi, ce que je vois, c'est que sur tous les fronts, le risque, en fait, c'est que plus ça dure, y compris en Occident, plus les opinions alerté par le prix du pétrole, parce que quand ça va nous toucher, nous, ça va évidemment pas être la même. La liberté, c'est très bien, mais quand ça va commencer à impacter la vie des gens, à mon avis, les opinions occidentales risquent de se retourner, mais aussi, même en Iran, plus il y aura de victimes, plus il y aura de bombardements, le risque, c'est qu'une partie de la population, ils sont quand même très patriotes, les Iraniens. C'est-à-dire, donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que si ça dure trop longtemps, il y ait je ne sais pas, Pierre Lelouch, peut-être... Bon, une seconde, Pascal, juste Éric Nolot. Préciser le sens de ma remarque. C'est une guerre juste parce que le massacre du peuple iranien nous révulse tous. Oui. Et si à la fin des fins, c'est pour laisser ce même peuple aux mains d'un mollah jugé un peu plus présentable, je ne sais pas ce que c'est, un mollah présentable, moi ça me gêne, voilà. Mais vous avez si c'est un scénario à la vénézuélienne, si vous le permettez, ça va être un mollah qu'on va dire, ah oui, mais celui-là, un mollah modéré, ce qui à mon avis est une contradiction dans les termes. Oui. Voilà, je m'interroge là-dessus. Pierre Lelouch. Si vous le permettez, si on est dans ce scénario, le régime maintenu des ayatollahs sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Car ils auront montré qu'ils sont résilients, qu'ils ont battu l'Occident. Et là, attendez-vous à des représailles sur le plan terroriste. Attendez-vous à ce que le programme balistique et nucléaire s'accélère, comme ils l'ont fait depuis la guerre des 12 jours. Donc c'est pas du tout des amateurs. Ils jouent leur survie, ils jouent très bien leur carte, qui consiste à enflammer l'économie mondiale. Il faut que, du côté de Trump et de l'Occident, on tienne le... Le successeur d'Ali Khamenei a été choisi, son fils, Mojtaba Khamenei, a été élu guide suprême iranien par l'Assemblée des experts. Alors, il doit être quelque part, ce guide, parce que, évidemment, il est menacé de mort à l'instant même où il est nommé. Je vous propose de voir le sujet de Kylian Saleh. Mojtaba Khamenei, 56 ans. Cet homme est le nouveau guide suprême iranien. Sa nomination n'est pas une surprise. Il était pressenti pour reprendre la suite de son père, Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, le 28 février dernier. Né en 1969 dans la ville sainte de Mashhad, à l'est du pays, il est l'un des 6 enfants de l'ancien guide suprême. En Iran, Mojtaba Khamenei est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pouvoir. Avant la mort de son père, il le représentait à titre officiel, bien qu'il n'ait jamais été élu, ni nommé à un poste gouvernemental. Ce religieux est considéré comme proche des conservateurs. Il possède des liens étroits avec les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Cette annonce ne devrait pas être du goût des États-Unis. Avant la nomination de Mojtaba Khamenei, Donald Trump avait annoncé que sans son aval, le nouveau guide suprême, je cite, ne tiendrait pas longtemps. Et je crois que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a pris la parole ce matin. Nous l'écoutons. La question n'est pas de savoir qui est le nouveau guide suprême. La question est pour le régime de consentir à des concessions majeures et un changement radical de posture, de mettre fin à ces actions déstabilisatrices et dangereuses, à respecter les droits des Iraniens et à leur permettre de construire librement leur avenir. Pour ce qui concerne les opérations d'Israël, qui répondent à des frappes injustifiées et injustifiables du Hezbollah, elles sont en train de provoquer des déplacements massifs de population, de faire des dizaines de morts, des centaines et bientôt des milliers de blessés. Nous avons connu cette situation en octobre 2024. Les deux parties doivent revenir à la situation précédente, c'est-à-dire au cessez-le-feu que nous avions obtenu, que la France avait obtenu en novembre 2024. Bon, ça c'est intéressant, si j'ose dire, Pierre Lelouch. Parce que c'est vraiment du en même temps. C'est-à-dire que le Hezbollah, effectivement, Israël attaque le Hezbollah et c'est justifié, mais il y a des déplacements de population. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas bien.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il vient de dire là, Rien. sur le régime de Téhéran est incroyable. Si le régime de Téhéran cesse d'être le régime de Téhéran, il n'y a aucun problème. Si les partis au Liban se mettent d'accord pour arrêter les hostilités, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Non mais est-ce que nous sommes devenus quoi? Des commentateurs? C'est le Café de Flore, l'Élysée? Des mauvais commentateurs en plus. C'est quoi? Est-ce que la France, je pose cette question parce que depuis l'avènement de Khomeini, que nous avions d'ailleurs élégamment abrité chez nous, on a eu plus d'une centaine de morts et plusieurs centaines de blessés au fil d'une quinzaine d'attentats extrêmement sanglants. Au Liban, mais aussi en France, toujours par des proxys. On a aujourd'hui un allié, les Émirats arabes unis, qui est attaqué. Et ils ont plusieurs centaines de missiles sur la tête, sans compter le nombre de drones. Nous avons une base française qui est attaquée. Comment est-ce qu'on peut prétendre être neutre? Parce que c'est ça la posture de la France. Nous sommes neutres dans cette histoire. Les seuls qui nous préoccupent, c'est les Chypriotes, parce qu'ils sont dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que M. Barrot sache Richard Millet. que le Hezbollah? J'en suis pas tout à fait sûr. Voilà. J'imagine qu'il des équipes du Quai d'Orsay. Non mais la ligne du Quai d'Orsay, elle est quand même. Alors il faut quand même dire parce que c'est vrai qu'on est. Thomas Bonnet. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président iranien. À ma connaissance, c'est le premier occidental ou l'un des premiers en tout cas à l'avoir fait. Non mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en est dit des deux côtés, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, l'Élysée rapporte qu'il a demandé la cessation des hostilités. Et alors Massoud Pezeshkian a répondu, c'est de la légitime défense. Et attention, si vous vous impliquez dans ce conflit, vous serez des co-belligérants. Donc en fait, il y a une forme de menace. Donc on a du mal à comprendre en effet la posture de la France. Sinon qu'on a deux ressortissants français toujours à l'ambassade, Cécile Kohler et Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que en ça. ligne de compte, à mon avis, Il n'y a pas que ça. Vous le savez bien. En fait, il y a une ligne directrice sur la position française vis-à-vis d'Israël depuis le 7 octobre. Mais oui. Oui, mais Je peux le dire comme ça. Oui. Bon, voilà, c'est cohérent. Alors, pour le coup, le président Macron n'a pas toujours été cohérent sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, il y a une ligne qui est effectivement on peut décoder. L'antisémitisme au propos de Jean-Noël Barrot ce matin, on voit très bien le fil. Mais bien sûr. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que la politique intérieure joue un rôle là-dedans. Il y a un message qui est donné. C'est pareil au Royaume-Uni de manière. Et bien sûr. Donc je l'interprète comme ça. Maintenant, si d'autres l'interprètent différemment, je veux bien les entendre. Non, mais là, peut-être un tout petit. Moi, je suis frappé par une. Elisabeth Lévy. Nos banlieues s'en foutent un peu de cette guerre. Oui, en plus, vous avez parfaitement. Non, mais franchement, je suis. Oui. Là, je suis un peu étonné. Pourtant, on a dû leur dire que c'était quand même des avions juifs et tout ça, mais non, ils s'en foutent. C'est des Perses, c'est des chiites, je ne sais pas ce qu'ils jouent, mais c'est en plus des gens qui se battent contre le voile, quand le féminisme ici consiste à se battre pour le voile. Donc, c'est très... Je fais juste une parenthèse d'ailleurs sur ce que vous dites et on pourra l'écouter tout à l'heure. Hier, c'était donc la journée des droits de la femme. Bon, il y a une jeune femme qui explique qu'au nom des droits de la femme, il faut pouvoir porter le voile. Bien sûr. Donc c'est l'inversion. Orwell, quoi. C'est Orwell. La liberté, c'est... Mais puisque vous en parliez, je vous ai coupé, mais terminez, puis après on va passer précisément cette jeune femme. On reparlera de la journée de la femme, non? Oui, mais on en reparlera, mais on peut, vous savez, l'important... Non, mais moi j'ai été complètement... Si vous voulez, d'habitude, les pleurnicheries du 8 mars me tapent sur le système. Mais là, il y a un truc clair. La journée des droits de la femme, c'est la journée des droits de la femme de gauche d'insulter toutes celles qui ne le sont pas. Voilà, c'est la journée des droits de la femme d'être de gauche. Et le reste n'existe pas. Non, excellente formule, Elisabeth Lévy. J'ai détesté ce festival de pleurnicherie, mais là, franchement, on a... Et bien, puisque vous en parlez, et ça fait partie du charme de notre émission, de pouvoir comme cela... tel dans un dîner, slalomer et mélanger les genres. Je voudrais qu'on écoute cette jeune femme, non pas tant parce que pour ce qu'elle est d'une certaine manière, mais effectivement, je pense que c'est un courant, cette jeune femme. Je la connaissais pas d'ailleurs, elle s'appelle Erel Duclos. Je la connaissais pas non plus. Erel Duclos. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous pensez que cette jeune femme ne représente pas grand monde, bon, vous vous trompez peut-être. Et notamment auprès de militants. Dans la sphère militante. Dans la sphère militante. Dans l'opinion, pas certain qu'elle est... Je suis assez d'accord avec vous. Mais il n'empêche que ces militants, ils ont envahi effectivement l'espace médiatique parce que c'est une parole qu'on aime entendre. On parlait tout à l'heure, et on parlera peut-être de Dominique de Villepin, mais c'est des paroles que les médias aiment entendre. Alors, écoutez ce qu'elle disait, cette jeune femme. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est les réactions, les tweets des uns et des autres, et notamment de certaines femmes de gauche qui effectivement condamnent ces propos-là. Mais c'est la fameuse phrase « la révolution dévore ses enfants ». Écoutez cette femme.
Surtout, être féministe aujourd'hui, c'est défendre le droit de vote pour toutes et tous, avec ou sans papier, et surtout la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, avec un droit à un logement, à la santé, à l'éducation qui soit gratuite et digne pour toutes et tous. Je me demande le si droit il des femmes à porter le aussi voile. sotte à son âge. Non, mais oui, mais alors effectivement, mais c'est une manière de juger cette. Alors, disons pas qu'elle l'est, mais disons que ses propos le sont. Soyons modérés. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui ce type de discours dans l'espace public qui est effrayant. Non, mais il y a une bêtise militante. Et on revient à l'Iran après. Jamais sous-estimer la bêtise militante. C'est vrai, oui. C'est-à-dire que la réalité n'existe plus, seule existe la réalité du discours. C'est-à-dire elle vit dans un monde rhétorique. Ce qu'elle dit là ne peut absolument pas s'appliquer dans la réalité, mais peu importe. Elle vous dira ça, peut-être qu'elle deviendra un peu moins bête d'un point de vue militant encore. Bon, elle devrait s'intéresser. C'est la pensée gramophone de Orwell. Voilà, exactement. Donc peut-être que ça va s'améliorer, mais là, pour l'instant, elle vit dans une dimension parallèle. La pensée quoi, vous avez dit? La pensée gramophone. Bah oui, mais ça, il faut que vous expliquiez pour les gens qui ne comprennent pas. Orwell parlait de l'idéologie comme ça. C'est la pensée c'est une machine qui pense à votre place, qui parle à votre place. Vous répétez les éléments. On dit éléments de langage aujourd'hui. Voilà. Mais elle devrait s'intéresser à l'histoire parce qu'elle représente le mouvement Révolution permanente. Ce sont des trotskistes. Oui. Si elle s'intéressait à l'histoire de la révolution islamique en Iran, elle saurait que ceux qui ont accompagné, la gauche qui a accompagné l'arrivée au pouvoir des mollahs ont été purgés quelques semaines après. Donc voilà. Mais qu'elle sera la première. Elle devrait savoir qu'elle serait la première victime. C'est les enfants qui veulent être dévorés. Oui, elle, de leur plein gré. Emmanuel Ducrot, notre excellente consoeur, a tweeté justement sur ce que dit cette jeune femme. Être féministe aujourd'hui, selon cette dame, c'est militer pour l'asservissement de la femme, pour le signalement par le voile de son infériorité, de son statut d'objet sexuel soumis. Merci, mais on vous laisse à votre clientélisme et on continuera à militer pour la liberté. Et Laurence Rossignol, qui est une femme de gauche, bien sûr, les auxiliaires du patriarcat islamiste déguisés en féministes. J'ai trouvé, mais bien sûr, j'ai trouvé que c'était... Le patriarcat, oui. Mais bien sûr. Le patriarcat. Mais bien sûr. Et Sébastien Tertrais a écrit « Si vous pensez que cette jeune femme un peu idiote qui déblatère ses bêtises gauchistes avec la verve d'un prédicateur est inoffensive, c'est que vous n'avez pas encore compris que nous sommes dans une guerre de civilisation et que le mal est déjà solidement installé en France. » Il a raison parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui... On devrait ouvrir une cagnotte pour payer à cette dame un voyage à Kaboul. Moi, j'ai bien connu Kaboul. Hein. J'ai travaillé là-bas. Et à Kaboul, on met les femmes dans les coffres des voitures et on les torture de cette façon. Interdiction de sortir. Je pense que ce serait une mission de service public que de lui payer un billet d'avion. Mais Pierre, donc cette cagnotte. Pierre, pardonnez-moi, depuis 1950, tous ces gens se sont toujours trompés. Il eût fallu emmener de la même manière Gérard Philippe à l'époque, paix à son âme, visiter les goulags de Staline. Alors qu'il les défendait. Il eût fallu emmener Sergeli à Phnom Penh. Il eût fallu, on pourrait multiplier cela. Et souvenez-vous l'échange entre Jean Daniel et Jean d'Ormesson lorsque Solzhenitsyn a écrit. Ces gens, mais c'est sidérant. C'est inouï en fait ce que ces gens se sont trompés. Et Libération, on parle parfois que les partis politiques ont une mémoire, mais les journaux ont de la mémoire. Écoutez ce qu'a écrit Libération. Écoutez ce qu'a écrit Le Monde. Vous avez 1000 fois raison, mais il y a une petite différence entre les deux. Vous avez raison de rappeler tout ça. Simplement, l'idéologie communiste, elle peut partir, elle peut être remplacée à un moment. Un régime peut s'effondrer. La religion, non. C'est donc beaucoup plus grave. Parce qu'il n'y a pas de désislamisation, il y a une décommunisation. Richard Millet. Non, et on revient à l'Iran dans une seconde. Oui, je m'interrogeais simplement sur la nécessité de parler des droits de la femme. Il me semble que c'est peut-être les fragiliser. On vit dans une société pleine de progrès. Est-ce qu'il y a besoin de parler de droits de la femme? Pour moi, c'est naturel qu'elles soient nos égales. C'est tout. Et il me semble que le fait de parler de droits de la femme autorise les dérives comme celle de cette femme, Erel. Mais vous avez parfaitement raison. C'est juste dans l'entreprise de victimisation générale. Mais juste, vous avez dit tout à l'heure, c'est la sphère militante. Moi, je vous assure, quand je vois les sondages auprès des jeunes qui vous disent qu'il ne faut pas critiquer les religions, qu'il ne faut pas empêcher les gens de s'habiller comme on veut. Vous savez, c'est un argument bébête. Ah ben oui, le féminisme, c'est que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent. Et vous savez qu'est-ce qui sous-tend ça, au fond? D'abord, dites pas Erel, je sais pas quoi, dites Erel Duclos. Je me souviens pas du nom. Oui, alors dites je ne me souviens pas du nom. Je modère, mais parce que on peut considérer qu'Erel, je sais pas quoi, c'est bon. Non mais et vous savez ce que vous dites là, c'est pourquoi au fond? Parce que aussi tout ça va ensemble.
c'est l'individualisme. C'est-à-dire que depuis 50 ans, 60 ans, depuis 68, c'est je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, etc. Je termine. C'est-à-dire que le voile, c'est la nation, ça concerne toute la nation. C'est la France, c'est son histoire, sa culture. Tout le monde, effectivement, doit se plier à une histoire française. Mais la grande ruse de l'histoire, c'est que l'individualisme est au service du communautarisme. Bah oui, évidemment. Avec le voile et le reste. C'est ça la grande ruse de l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous refourgue le communautarisme sous prétexte de l'individualisme et de la liberté. Parce qu'à l'intérieur de certains groupes, justement, les droits des individus ont régressé, contrairement à ce qui se passe dans les sociétés occidentales. C'est un très bon niveau, cette émission, je trouve. L'individualisme vient percuter les valeurs collectives. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est d'autres valeurs collectives, c'est ça qui vous dit. Bon, on a fait un pas de côté parce qu'on était sur l'Iran. On va revenir sur l'Iran, mais terminons peut-être avec cette journée des droits de la femme d'hier, parce qu'une nouvelle fois, notre ami Laurent Tessier a fait une chronique absolument formidable. Ce qui se disait dans les cortèges où on a insulté les Juifs. C'est absolument sidérant. Et qu'est-ce que ça a à voir ? Ça a toujours à voir. Non, mais le collectif Nous Vivrons a dû être tenu à l'écart du reste du cortège. Et Némésis, bien sûr. Et Némésis encore aussi. Écoutez par exemple la chronique de Laurent Tessier. Après, c'est promis, on revient à l'Iran. Mais puisque Elisabeth nous a emmenés sur ce terrain, finissons le chapitre de la journée d'hier. 200 000 personnes se sont rassemblées hier en France pour défendre les droits des femmes. Mais ce dimanche 8 mars, l'extrême gauche a une nouvelle fois montré sa violence. Une journée où des pancartes étaient brandies pour interdire à des femmes de manifester, comme à celle du collectif Némésis. Et ce message « Némésis dégage », Alice Cordy a pris la parole. Certaines d'entre nous ne peuvent plus prendre les transports en commun. On est obligé de sortir avec des lunettes de soleil. Toutes nos actions, c'est déployer des draps et des banderoles, comme des associations de gauche, écolo, etc. peuvent le faire. Une journée où la députée LFI Marie Messmer, candidate au municipal à Rennes, a publié une photo d'elle avec ce message collé à un mur « Némésis pue la pisse », très classe. Une journée où des femmes ont dû être exfiltrées pour éviter le pire. Je vous lis le message publié hier par la vice-présidente de l'UDR, Claire Géronimi. Ce qui devait arriver arriva. Des victimes de viol, accompagnées par éclat de femmes, ont été contraintes de quitter la manifestation. Elles ont été prises à partie par un groupe d'antifa cagoulés. Des insultes, des menaces. Le droit des femmes est devenu un champ de bataille idéologique. Fin de citation. Une violence aussi dans les slogans utilisés. Juifs, violeurs, assassins. Partout dans le monde, des femmes se battent aujourd'hui pour défendre leurs droits, leur liberté au péril de leur vie et doivent se justifier. La mannequin iranienne Nexia est exilée depuis 2017, condamnée à de la prison et 148 coups de fouet pour des photos. Et écoutez cet échange samedi soir sur LCI avec l'ancien ambassadeur Gérard Haraud. Je comprends très bien que vous faites confiance à Netanyahou et à Trump. Moi, de mon côté, je pense que c'est une erreur. Monsieur, voilà. Quand vous êtes en train de mourir, quelqu'un vient, prend votre main. Vous va prendre cette main, non pas? Il vient prendre votre pétrole, pas votre main. On va donner notre pétrole, on veut notre vie, monsieur. On veut vivre. Et pendant que des femmes dans le monde se battent pour lutter contre l'islamisme, pour enlever le voile, d'autres en France en font la promotion, comme cette militante d'extrême gauche à Rennes. Nous, on considère qu'être féministe aujourd'hui, c'est lutter pour l'abolition de la loi de 2004 qui interdit le port du voile dans les écoles et parce qu'on veut défendre le droit des femmes à s'habiller comme elles le veulent. La journée internationale des droits des femmes, avec cette déconnexion de certaines élus, comme la députée de la France Insoumise, Sophia Chikirou. Le métro parisien est un lieu sûr, c'est bien connu. C'est pas dangereux le métro. Si le métro était vraiment un coupe-gorge, mais tous les jours il y aurait un viol, un meurtre. Au contraire, quand je prends le métro à 11h minuit, franchement, je suis presque rassurée parce que je sais que c'est tranquille. 7 femmes sur 10 en Ile-de-France ont déjà été victimes de violences sexistes, sexuelles dans les transports en commun. Je lis les mots de notre camarade Christine Kelly hier dans le JDD. Être une femme aujourd'hui en France, c'est vivre dans un espace de liberté menacé. L'histoire des femmes iraniennes rappelle que la liberté n'est jamais acquise. Et on a entendu l'inénarrable monsieur Haraud, qui effectivement face à une Iranienne, qui lui explique que les Iraniens sont en train de mourir, mais il s'en fout. Complètement. Il s'en fout complètement, manifestement, depuis 47 ans. Et effectivement, le concept de la guerre juste s'est passé au-dessus de sa tête. Et lui, ne voit ça qu'à l'aune du pétrole de monsieur Trump. Je vous assure, ce sont des gens qui font peur. Parce qu'il n'y a même pas le minimum d'empathie. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui me frappe. Cette femme lui dit, on meurt, on souffre, mais en fait, il s'en fout. Oui. C'est ça qui est absolument. T'as même pas sur le plan humain. T'as même pas sur le plan humain un minimum
un minimum de dire, bah oui, ce peuple, il est massacré depuis... Mais il s'en fout. Il est là, en train de bavasser sur les plateaux de télévision et généralement dire n'importe quoi. C'est d'autant plus grave pour Arros, il devrait savoir qu'en droit, qu'en droit international, il existe une obligation de secours. Quand les populations sont massacrées par leur gouvernement, il y a un devoir d'ingérence, qui était d'ailleurs porté par la gauche française pendant des années. Je pense à M. Kouchner ou doyen Betati. Il a été ambassadeur, ce monsieur Gérard Arros ? En Israël, figurez-vous. Ouais. Et ensuite, il a été employé par une société de renseignement israélienne, qu'il a ensuite viré. Alors ceci explique peut-être cela. Oui, mais visiblement, il a un parcours assez étonnant, quoi. Oui, je peux dire comme ça. Je connais assez bien le personnage. Et alors ? Alors, il est intelligent. Ça commence mal. Non, il est intelligent. Malheureusement, il met son intelligence au service de mauvaises causes. Et dans le cas d'Israël, c'est vraiment une espèce de vengeance de ce qui lui est arrivé quand il a lui-même voulu ce poste dans une des sociétés les plus puissantes en matière de renseignement, d'interception téléphonique, qui était compromise dans l'affaire, vous savez, des interceptions sur le président de la République ou le roi du Maroc. Il était consultant de cette société. Et ensuite, il a été viré par la même boîte en échange de beaucoup d'argent. Et ensuite, il a été mis dehors. Ceci explique cela, peut-être. Bon, on a entendu... Que dites-vous, Elisabeth Lévy ? Sur Gérard Arros, c'était déjà, quand il était à Tel Aviv, puisque l'ambassade est à Tel Aviv, c'était pas un ambassadeur absolument fanatiquement pro-israélien. Non, mais moi, ce qui me frappe au-delà de ça, c'est même dans l'échange personnel avec cette jeune femme. C'est ça que je trouve tout à fait étonnant. Toujours, c'est leur incompréhension, leur manque d'empathie minimum. C'est comment alors il y a une jeune femme, les bonnes et les mauvaises victimes, c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, cette jeune iranienne, vous savez qu'elle a été sur France Inter vendredi matin, elle a subi les ricanements de France Inter de la même manière. Donc en 2 jours, elle a quand même Gérard Arros puis France Inter qui lui ont montré toute l'étendue de leur mépris. Mais je soupçonne beaucoup de gens d'avoir des prises de position qui ne sont pas au fond liées à leurs convictions, mais qui leur permettent d'avoir un certain espace médiatique. Et précisément, ou à France Inter, ou dans certains médias. C'est une clé majeure de compréhension. Voilà, je soupçonne vraiment beaucoup de gens d'être des purs opportunistes. Alors, ce que vous me dites, évidemment, va dans ce sens-là. Voilà. Et des gens de conviction et des gens de courage, d'ailleurs, il y en a peut-être moins. Bonjour Somaya Labidi qui va dans une seconde du déménagement nous donner les infos. Mais juste un petit mot pour terminer sur cette journée internationale des droits de la femme, puisqu'on a parlé de Marie Messmer, qui a fait ce tweet que je ne vais même pas citer tellement je le trouve d'une vulgarité absolue. 8 mars, féministe et antifasciste à Rennes, dit-elle, cette dame, donc ce qui est quand même invraisemblable. D'ailleurs, elle est députée, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a mis une cible dans le dos de Némésis. Bien sûr. Vraiment, qui a dans tous ces meetings, et comme tous les gens qui sont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, ils ont vu manifestement la Vierge avec Jean-Luc Mélenchon, il a ciblé Némésis, c'est compliqué. Nous vivrons aussi. Et comment ? Il a ciblé aussi le collectif Nous vivrons, qui a simplement vocation à faire entendre les voix des victimes du pogrom du 7 octobre, les femmes notamment qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Et l'excellent Florian Bachelier, qui sera peut-être chez nous d'ailleurs cette semaine, mercredi ou jeudi, qui est député, qui fut député et questeur, qui est donc un de nos intervenants réguliers sous forme de carte postale. Il me dit Marie Messmer, députée de la Nation, candidate à la mairie de Rennes, soutenue en 2024 par Nathalie Appéré. La boucle est bouclée. Nathalie Appéré, qui devrait a priori être réélue, si j'ai bien connu. La Rennes est très à gauche. Oui, très à gauche. La liste de Mme Appéré, la liste de Mme Messmer, vous êtes déjà à plus de 50%. Alors qu'à Nantes, manifestement... Ça bouge. Oui, ça va être quand même difficile, bien sûr, pour les Nantais. Mais Madame Roland, qui a toujours pas donné d'ailleurs son avis sur ce qu'elle fera, à chaque fois qu'on l'interroge, sur ce qu'elle fera au deuxième tour. Nantes, Elle ne le fera pas avant le deuxième tour. Hein, de toute façon. Je rappelle que Nantes est la 9e ville criminelle aujourd'hui en Europe. Je rappelle que le premier bidonville en métropole, c'est à Nantes. Je rappelle aussi qu'elle refuse de déloger ces jeunes gens qui sont autour de Nantes et qui font des baraquements. Et je rappelle qu'elle veut faire 40% de logements sur les logements neufs consacrés aux logements sociaux. Pourquoi ? Parce que le clientélisme d'aujourd'hui est l'électorat de demain. Donc on met ces électeurs en place et après on ne peut plus bouger la ville. Et une ZAD, en fait. Et on appauvrit, on met une ZAD, des antifas, et les gens se barrent.
parce qu'ils se barrent tous de Nantes. Ceux qui ont les moyens, ils s'en vont. Ils veulent pas rester. Lire le livre que Julien Gracq avait consacré à Nantes. La forme d'une ville. Où là, on peut mesurer tout ce qui sépare le Nantes d'avant du Nantes d'aujourd'hui. C'est une grande ZAD. Et c'est à pleurer. Voilà. C'est à pleurer. Nantes, c'est à pleurer. Je ne reconnais plus ma ville. C'est ce que j'entends en permanence de nombreux Nantais.